Morning Business, le débrief de la matinale. On y va parce qu'on a déjà commencé de discuter évidemment pendant la publicité. Le débrief c'est avec Emmanuel Le Chypre, avec Éric Delannoy et avec François Chollet. On va bien évidemment parler des législatives, comprendre quel est le projet pour la France, c'est notre objectif. Ce matin, il y a des gens qui s'inquiètent. François Chollet, vos clients, les épargnants, quand ils regardent les programmes économiques à venir potentiellement, ils ont la trouille. Oui, parce qu'on entend parler d'IFI transformé, et c'est pas dans le bon sens, puisque c'est un retour de l'impôt sur la fortune financière d'un côté, et de l'autre côté, en cas de coalition, on va dire, qui partirait du centre droit jusqu'à la gauche, on aurait le retour, ou en tout cas un accord avec un retour d'une nouvelle forme d'impôt sur la fortune pour trouver ces accords. Et donc c'est pas dans le bon sens pour l'épargnant qui ne sait pas vraiment s'il va devoir acheter de l'immobilier ou faire de l'épargne, notamment en assurance vie, qui est un des placements préférés des C'est pour ça que pour l'instant tout le monde a les mains levées. Et donc on a un status quo effectivement qui est préjudiciable à tous les métiers liés à l'épargne. Emmanuel. C'est vrai que on voit bien que la crainte des marchés la semaine dernière, c'était de n'avoir que deux choix en fait, qui étaient deux grands choix de rupture, qui étaient le programme du Nouveau Front Populaire et le programme du Rassemblement National. Alors maintenant, on a la France ingouvernable au milieu qui nous offre une option. C'est-à-dire, c'est plus la France insoumise, c'est la France ingouvernable. Donc, on comprend en fait la logique des marchés et on l'a vu hier à l'œuvre au fur et à mesure qu'on apprenait l'augmentation du nombre de désistements et donc la baisse de triangulaire qui, a priori, rendra difficile la majorité absolue pour le RN. C'est qu'on voyait l'écart entre les taux allemands et français se dégonfler tout au fil de la journée. Et donc les marchés, en fait, ce que achètent les marchés, c'est une forme de tranquillité à court terme où ils se disent le scénario de rupture brutale, il est peut-être un peu éloigné. La réalité, c'est qu'il y a quand même des risques importants et je pense qu'il y a des risques que les marchés ont toujours en perspective et que, à mon avis, ils vont avoir à l'œil de très près. C'est quand même le risque, quel que soit le scénario, de dérive des finances publiques et de non-maîtrise des finances publiques, qui peut arriver effectivement quand vous avez une coalition, on sait que structurellement, les coalitions dans lesquelles vous êtes obligé de faire beaucoup de compromis sont beaucoup plus dépensières que les gouvernements qui sont monochromes. S'il faut faire des concessions sur la réforme des retraites, et ça inquiète aussi. Et puis il y a un autre danger qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le danger de crise et de perturbation sociale, de mouvements dans le pays. Parce que qu'est-ce qui est en train de monter quand même depuis 2 jours, et je peux vous le dire, nous, à RMC, avec tous les auditeurs, etc., c'est qu'en gros, le sentiment qui est en train de s'installer, c'est qu'on est en train de voler le vote des Français exactement comme en 2005. On a volé le référendum sur l'Europe. C'est-à-dire qu'en gros, en 2005, on leur a dit vous êtes trop idiots pour comprendre l'Europe, vous avez voté contre, mais c'est pas grave, vous êtes trop bêtes, on va quand même la faire. Ça, c'est dramatique. On en paye encore les prix. Ce traumatisme de 2005, le prix, il est encore très présent. Et là, il est en train de se passer la même chose, c'est-à-dire qu'avec les désistements, les gens disent vous êtes en train de nous voler l'élection. Et cette histoire de faire barrage au Rassemblement National passe pour un truc d'élite parisienne qui sont très déconnectés. Ça n'empêche pas les gens de voter RN s'ils ont envie, puisqu'ils auront des candidats. Oui, sauf que ça empêche de faire élire quand même les candidats à RN, alors qu'ils sont quand même arrivés au premier tour. Donc, je dis pas, encore une fois, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. Je dis qu'il y a ce sentiment qui est en train de s'installer, qui crée le risque de crise sociale. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer Éric et après François. Éric. Moi, je pense que le projet pour la France dans les prochains mois, voire les prochaines années, c'est comment on va gérer l'atterrissage du ressenti pour arriver au réel. C'est-à-dire qu'en gros, cette campagne a été une campagne du ressenti. On est sur tous les faux sujets, en fait. Le pouvoir d'achat n'est pas un sujet, et il faut quand même le dire. Vous vouliez parler d'écologie, d'intelligence artificielle? Non, oui, Éric, on peut pas dire ça. Attends, mais on peut pas dire ça. Si, on va dire ça, parce que quand je prends les chiffres de l'INSEE, alors c'est vrai qu'on raisonne en moyenne. Pas dire ça. Non, il y a un sujet sur les 10 à 20% de la population française qui va mal. 80% de la population française va bien aujourd'hui. Il faut quand même le dire, 80% de la population française. Le taux d'épargne en France n'a jamais été aussi élevé, y compris dans les couches populaires. Et encore une fois, tu penses qu'au fric. Encore une fois, tu penses qu'au fric. T'es comme Bruno Le Maire. C'est pareil. Mais si, Eric, dans ce cas-là, vous gargarisez de bilan. Laisse-moi finir. Attends, juste, tu peux dire c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux. C'est merveilleux, c'est la première campagne depuis 40 ans qu'on ne parle plus du chômage. Pas en même temps, ce qu'on comprend. Non, mais il y a des tas de problèmes. Il y a des tas de problèmes. Simplement, le chômage n'a jamais été aussi bas, le taux d'activité n'a jamais aussi bas. Au niveau économique, la France va bien. Le problème, c'est que, effectivement, l'enjeu de cette élection-là n'est pas sur le niveau économique. L'enjeu de cette élection-là, il est sur une dépression
que vivent les Français. Je rappelle que dans l'élection, 50% des gens qui ont voté RN se disent insatisfaits de leur vie. 30% de ceux qui ont voté NFP se disent insatisfaits de leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la moitié des Français est en dépression, est insatisfait de sa vie. Or, la moitié des Français ne va pas mal. Ce n'est pas vrai. Emmanuel, juste sur ce plan, sur la question du pouvoir d'achat, parce que quand on regarde les chiffres macroéconomiques, on se dit tout va bien. Encore une fois, la réalité, effectivement, pouvoir d'achat, on peut se féliciter aussi que le bilan en matière d'emploi soit tel que, encore une fois, pour la première fois depuis 40 ans, on est en plein emploi. Il n'est absolument pas question de chômage dans une campagne électorale. Mais la réalité, c'est que vous pouvez donner 200 ou 300 euros de plus par mois aux gens et vous gargariser des chiffres macroéconomiques. La réalité, c'est que vous avez des gens qui considèrent qu'au quotidien, leur vie est beaucoup plus dure parce que leur vie est compliquée par toutes les contraintes qu'on leur impose. Est-ce qu'on a parlé de ça? Bien sûr qu'on parle de ça. On parle de prendre sa bagnole pour aller bosser, que ça coûte de plus en plus cher et qu'on te limite la vitesse et qu'on t'oblige à acheter des voitures électriques. Mais c'est pas ça le sujet. Mais bien sûr. Le sujet, c'est les conditions de travail. Le sujet, c'est la répartition de la valeur. Bien sûr que non. Mais bien sûr. Bon, alors François, vous allez juste pour terminer, le sujet, c'est que quand tu mets tes enfants à l'école, c'est de plus en plus nul. Que quand tu vas à l'hôpital, t'es de moins en moins bien soigné. Que tu ressens le sentiment d'insécurité dans les rues. C'est ce sujet de service public et de logement. C'est les sujets qui ont été abandonnés depuis 40 ans et pour lesquels Emmanuel Macron n'a pas réussi à les remettre dans la campagne quand même. Et pour lesquels Emmanuel Macron arrive en bout de course. Est-ce qu'on a parlé de l'école pendant le on n'a pas parlé de l'école. En Grande-Bretagne, ils ont fait la campagne sur les services publics hospitaliers. 40 ans d'inaction en matière de logement et en matière de services publics. Attendez, parce qu'il y a François qui est là. François. Oui, alors je sors un peu de mon cadre habituel financier, mais je crois que la campagne elle s'est faite sur le déficit régalien, sur la sécurité, effectivement, sur le problème lié à la santé, etc. Ça s'est fait aussi quand même sur le rejet d'Emmanuel Macron et des années de macronisme. Et je dirais enfin aujourd'hui, la polarisation se fait sur la crainte d'une gauche représentée par Jean-Luc Mélenchon que une bonne partie des Français ne veulent pas. Voilà, ça peut conduire à ce qu'effectivement on n'ait pas forcément des reports de voix très efficaces dans les triangulaires, parce qu'on a bien vu déjà en 2022 que ça fonctionnait pas. Avec une forcément. abstention assez forte, quoi. Oui, c'était pas forcément quelque chose qui fonctionne. Et si ça fonctionne, c'est vrai que ça nous ramène dans un schéma où on peut se retrouver un peu dans une situation à l'italienne, c'est-à-dire que effectivement ils prennent une place au pouvoir et puis ou pas. Et s'ils prennent pas la place au pouvoir, ce n'est que reporté pour les prochaines élections qui verront comme en Italie l'arrivée après un gouvernement technique. À l'époque, c'était Mario Draghi qui avait représenté ça, mais après Mario Draghi, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Giorgia Meloni et ça n'était qu'un report de tout cela. Donc aujourd'hui, pour en revenir à la situation, les marchés voient quoi? Ils voient la perspective d'un blocage et finalement le blocage dans les conditions d'une stabilité fiscale qu'on a depuis de nombreuses années maintenant. On a commencé à s'y habituer, c'est assez confortable. Oui, c'est-à-dire on peut rien voter. Oui, mais bon, on a un taux d'impôt sur les sociétés qui satisfait à peu près la plupart des partis à 25%. La flat tax qui avait été créée, qui satisfait effectivement aussi les épargnants. Enfin, on a cette stabilité-là. Si on va pas jusqu'au bout de la réforme de l'assurance chômage, c'est pas très grave parce qu'on en a déjà fait une grosse réforme. Non, par contre, si on fait rien, on est sûr qu'on va continuer à creuser les déficits et la dette parce qu'on creuse le sillon. Bien sûr. Ça, on oui, sait. mais Ça, les marchés, ça ne les dérange pas. La baisse du taux d'impôt sur les sociétés a engendré les plus grandes rentrées fiscales pour l'État au titre de cet impôt lorsque ça a été fait. Donc le taux facial d'un impôt ne garantit pas la plus grande collecte d'impôts. Donc je crois forcément que la perspective qui est actuellement celle qui est jouée par le marché, d'un status quo, est plutôt une perspective raisonnable qui consiste à dire si on a une absence de réforme, les niveaux que nous avons actuellement sont plutôt satisfaisants et la stabilité, en tout cas, est le meilleur terreau pour l'économie. Que vous levez le doigt, mais Éric Trépigne. Non, mais enfin, aujourd'hui, les marchés vont mieux parce que la perspective d'un choc tel que le proposait le NFP s'éloigne. C'est pour ça que les marchés vont mieux. Et ils s'aperçoivent que le RN, finalement, ne va rien faire en termes économiques, parce que l'enjeu pour le RN, c'est pas l'économie. Oui. L'enjeu pour le RN, c'est le sociétal. Le sociétal fait peur pour plein d'autres raisons, va rassurer le ressenti de quelques Français pour plein de raisons, parce qu'on a maltraité le problème de l'immigration, parce qu'on a maltraité le problème du ressenti sur le bien vivre ou le mal vivre, mais l'économie, ils feront rien. Ils feront rien. Oui, mais les attaques sur l'état de droit... Non, mais mieux au sens c'est sauté de 10%, de 6%, c'est remonté. Est en baisse depuis le début de l'année. Oui, mais il est remonté un petit peu. 5% sur un mois. Sur un an, le CAC 40 il s'est pas effondré. De 2%. On a 8 points d'écart avec l'indice européen. Et pendant ce temps-là, les États-Unis, ils ont battu 21 records sur le S&P 500 au premier semestre. Il a fallu attendre le 2 juillet pour arriver à battre et juste sur les flux de capitaux, François, ils sont sortants. Ouais. Toujours. Donc non, le marché
aujourd'hui français ne va pas bien et fait exception et au marché européen et au marché qui lui a des flux actions entrants, le mondiaux. marché européen, parce qu'on était non. C'est assez maigre. Je n'ai pas dit qu'il allait bien, j'ai dit qu'il allait mieux par rapport à il y a une semaine. Oui, bah Bon, c'était la fin du monde il y a une semaine. Le CAC est sur Emmanuel. ces points-là. Non, mais là où je suis d'accord et pas d'accord avec Eric, c'est que effectivement, quand on regarde macroéconomiquement le bilan d'Emmanuel Macron, c'est bon. il n'y a pas, il est pas logique que, compte tenu de son bilan, le niveau de détestation qu'il atteint dans l'opinion, enfin, je veux dire, c'est pas logique. C'est un problème de méthode. C'est un problème de méthode, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, si on veut pas aller chercher les causes de cette détestation dans le piètre bilan économique, et d'ailleurs, il est plutôt bon. Il faut aller chercher ailleurs. C'est qu'il faut le chercher ailleurs, et je pense on sous-estime à travers ce qu'incarne Emmanuel Macron le gouffre qui s'est creusé entre les différentes formes de France d'en bas et les différentes formes de France d'en haut. C'est la détestation de l'élite. Mais c'est ça. Même C'est-à-dire l'élite qu'en généreuse, c'est-à-dire que même le fait d'avoir dépensé des milliards et des milliards n'a pas permis à Emmanuel Macron d'avoir des opinions favorables. Bien sûr. C'est peut-être rassurant pour la suite, c'est qu'on peut se dire que le gouvernement alors on peut considérer qu'il y a chercher d'autres façons. Ça veut dire que si vous êtes l'élite, vous êtes balayé, vous savez ce que c'est que l'inaptocratie, c'est le pouvoir aux inaptes. Oui. Si c'est ça qui nous pend au nez, ça fait quand même peur. Non mais parce que alors moi pour le coup c'est pas tellement pouvoir dire parce qu'on peut très bien faire les mêmes mesures avec un autre récit, une autre manière de faire. Enfin encore une fois, ce qui est reproché à Emmanuel Macron, c'est de ne pas considérer les gens. Enfin ne pouvoir pas considérer les gens, c'est très visible. Quand on a un grand débat qui aboutit à 1 million de revendications dans des cahiers de doléances et dont on ne fait rien, bah ça risque d'avoir des conséquences. C'est pour ça qu'il y a toujours cette idée que finalement, encore une fois, il y a un désarroi chez les Français. Il y a un désarroi, qui est que finalement, ils ont l'impression d'avoir tout essayé. Ils ont l'impression. C'est-à-dire le président énergique de droite, c'était Nicolas Sarkozy. Le président un peu plus rond de gauche, c'était François Hollande. C'est du ressenti. Le jeune premier dynamique qui allait tout casser, c'était Emmanuel Macron. Et ils se disent, face à ça, il y a qu'une force politique qu'on n'a pas essayé. Et en plus, qu'il y a un deuxième avantage, parce qu'il faut bien le reconnaître, c'est que le Rassemblement national et le Front national avant lui ont alerté sur des problèmes et proposé des solutions qui paraissent presque aujourd'hui des solutions mainstream, puisqu'il y a pas mal donc ils ont dans l'opinion, il faut bien comprendre ça, ils ont l'avantage de ne jamais avoir exercé le pouvoir, et donc pourquoi pas eux, et en plus donner le sentiment qu'ils ont eu raison avant tout le monde. Et là où c'est très préjudiciable, c'est qu'effectivement, on comprend bien le soulagement des marchés de se dire il se passera pas grand-chose si c'est le RN, mais la réalité, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, il avait quand même réussi quelque chose, c'était d'installer auprès des institutions internationales, des milieux d'affaires internationaux, cette idée que la France avait changé, était plus pro-business, et que là, manifestement, cette image, elle est en train de s'étioler. On ne fait pas du pro-business sans les gens, en fait. Encore une fois, il y a eu du pro-business, le mal-travail augmente en France. Tous les indicateurs montrent que le mal-travail augmente, c'est-à-dire la non-considération des gens. Quand vous avez des entreprises qui n'augmentent pas leur chiffre d'affaires et qui augmentent leurs bénéfices, forcément quelqu'un le paye. Les fournisseurs le payent, les salariés le payent, on recherche du productivisme et les gens se disent je travaille beaucoup et c'est pas moi qui en profite. C'est ça qui se passe. C'est exactement comme ce qui se passe chez Stellantis, hein, une entreprise qui se comporte très bien en termes financiers, mais magnifiquement bien, avec des gens qui se payent très très bien, et à l'intérieur une cocotte minute sociale. Et le suivant, il va récolter quelque chose qui va être très compliqué à gérer. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de l'inflation, parce que ça aussi, quand même, ça a eu des impacts sur les décisions pendant la campagne. On a eu des déclarations de Christine Lagarde, François Chollet, qui disait, alors l'inflation n'est pas complètement revenue à son niveau normal. Et puis hier, elle a dit quand même qu'on avançait. Il y a le patron de la Fed qui se dit satisfait de la trajectoire de l'inflation, dont la cible des 2% pourrait être atteinte fin 2025. Clairement, là, on c'est derrière nous. Alors, à l'issue de la réunion d'hier, effectivement, les discours étaient plutôt rassurants de la part des deux banques centrales que sont la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine. Côté européen, on a un chiffre d'inflation à 2,6 qui peut paraître encore un peu éloigné, mais en vérité, c'est le fait simplement d'une contribution un peu élevée des services, tout simplement parce qu'ils sont tirés par les salaires. Les services contribuent à plus de 4% à l'inflation. Ils sont encore à plus 4 d'inflation. Et donc, ils contribuent largement par rapport à une inflation cœur qui, elle, est proche de l'objectif. Aux États-Unis, je dirais que le discours était plutôt rassurant, même si on n'a toujours pas la date de la première baisse des taux. Ouais. Mais voilà,
pas de réaction majeure, plutôt une détente sur les taux 10 ans suite à ces déclarations. Et donc, on a plutôt un marché qui est en bon ordre aujourd'hui, ce matin en tout cas, sur les taux à 10 ans, face à ces communications d'hier. On peut s'étonner quand même du fait qu'il y a très peu de volatilité dans l'inflation. Ça veut dire que la baisse qu'on a est quand même assez continue et linéaire. Et donc, il y a peu d'inquiétude à chaque publication. On ne tombe pas très loin des anticipations. Et je pense que là, du point de vue des marchés, c'est plutôt rassurant. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on parle de la Grèce et de cette semaine de travail de 6 jours. C'est une première dans l'Union européenne. Tout le monde va passer à 6 jours, mais pas dans le tourisme. Vous nous disiez tout à l'heure, Eric. Le tourisme n'est pas concerné parce que, alors, une des explications, c'est que d'abord le tourisme va bien en Grèce, c'est quand même le principal secteur économique, et c'est la seule industrie aujourd'hui qui a une convention collective. Et donc c'est beaucoup plus compliqué de faire passer ce type de mesures quand il faut rentrer dans des négociations, alors que là, ça s'est fait par décret, puisqu'il y a eu une suspension il y a quelques années suite au problème grec de l'ensemble des suspensions collectives, et le tourisme, ils l'ont remis en place. Donc ça ne concernera pas le tourisme. On est là encore sur l'ancrage du réel. La Grèce est l'archétype du pays qui a fait un crash et qui est en train de se redresser au prix de nombreux sacrifices. Mais ils les font et ça paye. La dette est passée de 210% du PIB à 160. On a un salaire minimum qui a augmenté, mais le problème qui se pose aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il y a eu ces décisions qui ont été prises, c'est que les salaires ne payent pas, bien moins qu'en France. Il faut savoir que en Grèce, le salaire minimum est le plus bas d'Europe, en dehors de la Bulgarie. Et en ayant le plus bas d'Europe, on a des gens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à vivre. Et donc cette mesure-là qui va être payée en modalité d'heures supplémentaires, c'est-à-dire avec des taux bonifiés, va permettre aux gens qui ne gagnent pas leur vie aujourd'hui de mieux gagner leur vie. Un mot, Emmanuel. Non, mais ce qui est très intéressant, c'est les leçons qu'on peut en tirer, nous, pour la France. Et c'est quand même l'occasion de rappeler aussi, parce que vous savez, on est toujours la France, le pays qui dépense le plus au monde, qui prélève le plus au monde, etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'on a toujours tendance à se focaliser sur le numérateur, c'est-à-dire en gros le niveau de dépenses publiques, et on n'arrête pas de dire le niveau de dépenses publiques est trop élevé, etc., etc. Mais en réalité, notre faiblesse, c'est le dénominateur, c'est-à-dire que on n'a pas assez d'activité économique. Si vous remettez juste, encore une fois, il faut le rappeler, le taux d'emploi français au niveau du taux d'intérêt, au niveau du taux d'emploi allemand, vous avez le million d'emplois qui nous manque pour équilibrer tous nos comptes sociaux. Encore un truc dont on n'a pas parlé pendant la Non, mais campagne. ce que je veux dire, c'est que la réalité, c'est que plus que jamais, le problème de la France, c'est un problème d'offre et de création de valeur et de création de richesse. Et donc, effectivement, le problème de la France, c'est la création de ces ETI, parce que c'est ça le maillon qui nous manque. C'est nos entreprises qui sont on en a 3 fois moins que les Allemands et 2 fois moins que les Italiens. Si vous regardez ce que ça représenterait, quelques milliers d'entreprises qui font entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de salariés, ça vous fait encore une fois tous les emplois dont on a besoin, toutes les cotisations dont on a besoin. Je sais, mais ça on le dit depuis 20 ans. Enfin, on n'a pas trouvé la solution non plus pour faire grandir les... quand même, la politique de l'offre, c'est le succès d'Emmanuel Macron. Exactement. Et le danger, donc on voit bien que c'est pas pour ça qu'il a s'égarer sur des politiques de demande qui sont, encore une fois, très contre-productives par rapport à ce que sont nos problèmes. Merci à tous les trois d'être venus débriefer la matinale de l'économie avec moi.